À la une de ce journal, ils ont passé la nuit au commissariat central. Tchat, Cheikhou Kamara et d'autres membres du collectif Nyolank ont été arrêtés hier au moment où ils distribuaient des flyers au rond-point Sam. Le MFDC n'a pas un problème d'argent. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance se porte bien financièrement. Révélation de Xavier Diatta dans son livre intitulé Casamance, les geôles du mensonge. L'auteur dans son ouvrage souligne que le MFDC tire l'essentiel de ses ressources dans l'exploitation des côtes casamançaises. L'inquiétude de la Fédération nationale des parents d'élèves face aux menaces de perturbations qui planent à nouveau sur le système éducatif. La FNPE demande aux syndicats de poursuivre le dialogue et à l'État de prendre ses responsabilités. Sport Week-end, en fin de journal, ce sera avec Cheikh Tidiane Diaye. Abdou Thiam est à la technique, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Darou Minam d'abord, un village de la commune de Payar ravagé par un incendie. Pratiquement les flammes ont emporté toutes les productions agricoles. Talasso, le maire, après avoir constaté les dégâts, sollicite une aide d'urgence des autorités. Moussa Oumar Gueye. Moussa Oumar Gueye, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre, il nous parle de cet incendie qui a ravagé le village de Darou Minam. C'est dans la commune de Payar. Je rappelle que les flammes ont emporté toutes les productions agricoles. Deux grandes concessions composées pour l'essentiel de 9 cases et des greniers remplis de production agricole, de céréales sèches, arachides et une importante quantité de paille d'arachide sont partis en fumée au village de Darou Minam dans la commune de Payar. Après l'intervention des sapeurs-pompiers venus de Koupentoum, il ne reste plus que des débris calcinés sur les lieux du sinistre. Interpellé sur cette catastrophe, le maire de Payar, Talasso, plaide pour une assistance au profit des familles touchées par cet incendie et exhorte les populations à désherber et à nettoyer les alentours des maisons. En cette période de fraîcheur accompagnée de vent, les feux de brousse se multiplient au grand malheur des populations, notamment les paysans et les éleveurs. Dans le département de Koupentoum, Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Tchat et Cheikhou Kamara de Yanamar ont passé la nuit au commissariat central, tout comme d'autres membres du collectif Nyolank. Ils ont été arrêtés hier par les forces de l'ordre au rond-point Sam, où ils distribuaient des flyers. Daouda Gueye, membre du collectif, prévient si l'État est dans une logique d'intimidation, qu'il sache que c'est peine perdue. Ça entre dans le cadre de la réponse que le président Macky Sall et son régime entendent apporter à la demande légitime du peuple sénégalais qui consiste cette demande à le faire revenir sur sa décision d'augmenter le prix de l'électricité. Au lieu de répondre dans le sens effectivement d'écouter les arguments que nous avançons pour corroborer le caractère injustifié de cette hausse-là, mais il répond à ces séries de harcèlement, mais également d'arrestation. Mais nous, du collectif Nyolank, également les Sénégalais qui ne peuvent pas se faire à l'idée d'une hausse du prix de l'électricité, n'allons pas nous laisser faire, et que donc si c'est pour nous décourager, nous intimider ou en tout cas réduire notre ardeur dans ce combat-là, c'est peine perdue parce qu'au contraire, ces harcèlements-là et ces persécutions, ces arrestations vont décupler notre détermination à continuer ce combat-là pour que, effectivement, la décision d'augmenter le prix de l'électricité, cette décision-là, donc le président de la République et son régime puissent revenir dessus. Daouda Gueye, membre du collectif Nyolank, suite à l'arrestation de Tchat, Cheikhou Kamara et d'autres membres du collectif. Je rappelle qu'ils ont passé la nuit au commissariat central. Je vous l'annonçais en titre, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance se porte bien, financièrement parlant. La rébellion casamançaise rémunère ses officiers et sous-officiers, recrute, aspire et d'anciens collaborateurs également de Yahya Jammeh et s'équipe militairement. Des révélations contenues dans l'ouvrage Casamance, les geôles du mensonge. L'auteur Xavier Diatta affirme dans son livre que le MFDC tire l'essentiel de ses ressources dans l'exploitation des côtes casamançaises. Lamine Ba a assisté à la cérémonie de dédicace. C'est à partir de la page 197 que Xavier Diatta, sous forme épistolaire, à travers son personnage principal, aborde des sujets très sensibles de son nouvel ouvrage intitulé Casamance, les geôles du mensonge. L'écrivain y révèle que les côtes casamançaises ont toujours constitué de poumons économiques au mouvement indépendantiste. Xavier Diatta pense que la rareté des braquages constatés depuis 2012 ne sont, je cite, point l'action des conciliateurs, mais plutôt parce que tout simplement qu'aucune faction de la rébellion n'aurait aujourd'hui de contraintes alimentaires. Parlant de bonne santé financière du mouvement dans cet ouvrage, Xavier Diatta prend des gants et informe que depuis janvier 2017, les officiers supérieurs du MFDC percevraient mensuellement 400 000 francs, les sous-officiers de 150 000, les soldats et les hommes de rang 150 000 francs CFA. Il ajoute que les familles des membres de la rébellion ont drastiquement amélioré leurs conditions de vie. Xavier Diatta détaillait cette bonne forme financière du mouvement par le doublement de l'activité diplomatique du MFDC.
Le déplacement d'une délégation du MFDC pour assister à la proclamation de l'indépendance de la Catalogne en octobre 2017 en constitue le parfait exemple. Dans Casamance, les geôles du mensonge détiendraient des dotations en médicaments et des structures de prise en charge de mieux en mieux plus équipées que les structures étatiques locales. Dans le chapitre consacré aux ressources humaines matérielles du MFDC, 800 à 1200 jeunes ont été recrutés par le mouvement indépendantiste et que des pans entiers du président déchu Yaya Jammeh auraient déménagé de Kanilaï pour rejoindre la rébellion avec armes et bagages. La rébellion casamançaise disposerait aujourd'hui d'une importante quantité d'armes légères d'origine russe, israélienne, iranienne, chinoise et tout dernièrement française. La Casamance, les joies du mensonge, il faut le rappeler, a fait l'objet de présentations ce samedi devant plusieurs invités. Lamine Ba, Xavier Diatta qui se dit toutefois convaincu que le MFDC en a marre de la situation et cherche aujourd'hui la paix en Casamance. L'auteur du livre Casamance, les geôles du mensonge, exhorte également les autorités à aménager des portes de sortie pour les combattants afin de s'orienter vers une paix définitive dans cette partie sud du pays. On l'écoute. Mon cri dit que c'est que 40 ans ça suffit. Les MFDC, même les MFDC, moi je suis convaincu que le MFDC en a marre. Ils veulent se sortir de cette zone. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on les réaménage des portes de sortie crédibles. Ça ne sert à rien de vouloir vraiment imposer des mesures draconiennes qui vont encore faire ressurgir une situation donnée. Je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir les raménager des portes de sortie honorables. Mais je ne veux pas dire qu'ils soient absous. Si la justice doit faire son boulot, la justice fera son boulot. Mais parce que 40 ans quand même, vivre dans les conditions dans lesquelles ils ont vécu, je crois qu'il faut le faire. Je dis souvent que je les respecte. Je respecte leur engagement. Bien que je ne sois pas d'accord avec leur idéal. C'est pourquoi je suis des fois étonné. Je dis, les MFDC dit négocier prioritairement l'indépendance. Les a dit, je peux tout négocier sauf l'indépendance. Je dis, c'est là où je ne comprends pas. C'était donc Xavier Diatta, l'auteur du livre Casamance, les geôles du mensonge. Il est 7h07. RFM, la radio autrement. Paralysie en vue du système éducatif par les syndicats d'enseignants, la Fédération nationale des parents d'élèves s'inquiète et demande à l'État de prendre ses responsabilités. Au même moment, la FNPE exhorte les syndicalistes à poursuivre le dialogue avec le gouvernement pour trouver une solution à cette crise en vue. Bakary Badiane, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves, au téléphone avec Salif Sow. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que le G20 menace d'aller en grève et le G7 aussi menace d'aller en grève. Alors, autrement dit, c'est tous les syndicats qui vont aller en grève. Ça veut dire quoi? Comme disent les Ivoiriens, ça là même c'est quoi? On ne comprend pas. L'État doit prendre ses responsabilités. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Nous avons tout fait pour que les enfants aillent à l'école. Nous avons préparé la rentrée. L'État a préparé cette rentrée-là. Le Haut Conseil du dialogue social a préparé cette rencontre. Tout ça pour arriver à, n'est-ce pas, une année apaisée, une année paisible. On se rend compte que tout ça aussi a été une peine perdue. Maintenant, l'État a négocié avec les syndicats. Ils sont tombés sur des points d'accord qui sont en train d'être exécutés. Mais, mon Dieu, je pense que ce que l'État aussi aurait dû faire, c'est ce qui est faisable en court terme, ce qu'il est en moyen terme et ce qu'il est en long terme. Ça, c'est faisable. Mais le tout ou rien, je pense que ça n'amènera pas du tout ce que nous voulons, c'est-à-dire la paix dans l'État. C'est un syndicaliste qui le disait, on ne discute pas l'arme au poing. Il faut déposer les armes et entrer en discussion. Mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève. Bakary Badiane, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves, qui s'inquiète donc de cette crise en vue sur le système éducatif. L'agression d'un professeur au CM de Boucotte-Signan, c'est dans le département d'Oussouye, est d'une preuve que les rapports entre enseignants et élèves deviennent de plus en plus heurtés. La démystification des professeurs et l'indiscipline de certains apprenants en sont les principales causes. Dans ce dossier réalisé par Salif Sow, parents d'élèves et syndicalistes réagissent. Les relations souvent heurtées notées entre enseignants et élèves s'expliquent en partie par le comportement des premiers cités. C'est du moins l'avis du président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal, Bakary Badiane. On a l'impression qu'il n'y a aucun respect entre l'élève et le maître. Nous, de notre temps, mais le maître, c'est monsieur, c'est un monsieur. Quand on aperçoit le monsieur, quand on est en train de faire une salve, on fuit, on se cache. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, je pense que c'est dans la formation des enseignants où se trouve le problème. Le système éducatif a pris un sacré coup face à ces cas répétés d'enseignants violentés dans le cadre de leur travail, défendent les syndicalistes contactés. Et c'est au ministère de l'Éducation nationale de prendre toutes ses responsabilités, a dit Dambouch, coordonnateur national du G20.
Cette année, nous avons déjà enregistré un premier cas au CEM Attiri de Louga où un enseignant a été bastonné par un de ses élèves. C'est la même chose également au niveau de Bokot-Diembarin dans le département d'Oussouye où vraiment un enseignant a été violenté. Aujourd'hui que cette situation-là est en train de gangréner notre système éducatif, nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de monter au créneau et de nous proposer une solution à ce problème. Les rapports tendus entre enseignants et élèves mettent au bout du jour le programme à l'école, mais aussi et surtout l'éducation de base des apprenants aux yeux de Bakary Badiane, président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal. L'éducation que les enfants reçoivent à la maison. Un enseignement sans éducation, ça ne sert à rien. C'est l'éducation qui est primordiale. Maintenant, je suis en train de me poser la question, est-ce que la morale et l'instruction civique sont enseigner à l'école. Un enseignement de qualité est impossible dans un espace scolaire infesté où l'enseignant est de plus en plus démystifié, le respect de plus en plus piétiné. Salif Sow, et puis cette polémique autour du carré d'or, il s'agit d'un projet de 40 milliards de francs CFA dont l'objectif est de moderniser le centre-ville de Rufisque, de même que le marché central. Les commerçants qui s'opposent à ce projet porté par le maire de Rufisque-Est ont rencontré la presse hier. Ils continuent de réclamer un site de recasement. Abdou Diouf Diagne. Aujourd'hui, le projet est très avancé. Tous les aspects financiers, techniques ont été réglés. Aujourd'hui, on a la possibilité de démarrer immédiatement si on dispose de l'assiette foncière. C'est ce qu'avait déclaré le maire de la commune de Rufisque-Est après l'ultimatum de 6 mois donné par le promoteur du projet Carré d'Or. Quelques jours après, les commerçants sont sortis de leur réserve. Ils ne semblent pas avoir le même discours que Boubacar Albendoy. Mahou Diabao est le secrétaire général du marché central de Rufisque. Nous vous assurons que depuis le 17 juillet 2018, aucune réunion concernant la Carré d'Or n'est tenue ni dans les locaux du marché central, ni dans les locaux de la préfecture, ni dans les locaux de la municipalité. Donc nous nous étonnons d'entendre les maires dire que le Carré d'Or est prêt à démarrer. En ce qui concerne leur délocalisation au niveau du marché Arafat, ces commerçants disent ceci. On nous parle aujourd'hui garage, demain on nous parle de marché Arafat, le marché Arafat dont le maire nous parle. Le marché Arafat est en situation avancée de délabrement. Le maire a dit que bientôt l'adjectif va recommencer la réhabilitation, mais dans ce cas, nous ignorons toutes ces informations parce que nous n'avons pas tenu de réunion. Avec plus de 6000 commerçants, le marché Arafat ne peut pas contenir le marché central de Rufisque, là même c'est sûr. A signalé que la réalisation de ce projet de plusieurs milliards destiné à moderniser le centre-ville de Rufisque et principalement le marché central oppose les autorités municipales et les commerçants. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, l'association pour le développement de Saldé, c'est dans le département de Podor, qui demande l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital de Kaskas, en chantier depuis 2005. Cet hôpital, de l'avis des membres de la dite association, va permettre aux populations de l'île Amorphile de bénéficier de soins de qualité. La doléance a été réitérée en marge d'une cérémonie de réception d'une ambulance. Mohamed Nabissila. Devant les difficultés liées à l'évacuation sanitaire des malades, les populations de Saldé ont bénéficié d'une ambulance. Cette année, nous avons eu à négocier une ambulance avec également un partenaire, une association qui s'appelle La Main au Cœur, en relation également avec l'association Bamtare Anthony Boinadi. Mahili, président de la commission sanitaire de l'association des habitants de Saldé, évoque les réalisations. Il y a de cela 3 ans, nous avions accueilli des partenaires qui étaient venus de la France, dans un premier temps pour nous offrir des lots de médicaments. L'année suivante, nous avons diversifié en ayant des accords avec les étudiants de l'école supérieure de commerce de Nancy, qui ont bien voulu donc réfectionner entièrement le centre de santé de Saldé. Sur le même volet, les populations réclament l'achèvement des travaux de l'hôpital de Kaskas pour un meilleur plateau technique dans un terroir qui compte beaucoup de villages. C'est que nous avons quand même des centres de santé qui ont quand même des possibilités limitées. Nous avons toujours des problèmes pour avoir assez de médicaments pour les malades. Nous avons un plateau médical qui n'est pas relevé. Aujourd'hui, la grande bataille vraiment, c'est que puisque la zone est désenclavée, que nous puissions donc vraiment faire travailler l'hôpital de Kaskas. Ça, c'est vraiment une bataille qui est la nôtre depuis plusieurs années. C'était également un engagement qui avait été pris par le président de pouvoir donc finaliser donc les travaux de l'hôpital de Kaskas. C'est donc un appel que nous lançons de nouveau parce que le fonctionnement de l'hôpital de Kaskas permettra vraiment de polariser vraiment les plus grands malades. A signalé que l'arrondissement de Saldé a pu bénéficier de plusieurs investissements structurants avec une route qui facilite la mobilité dans cette zone de l'île Amorphile.
RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila. Moustapha Gueye, ancien lutteur, il a décidé d'offrir 1000 carnets d'enrôlement à la CMU à des lutteurs et à leurs familles. Cette initiative entre dans le cadre de la campagne de promotion du parrainage de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Une occasion pour l'agence d'augmenter le nombre d'adhérents. Le taux de couverture est de 49% selon l'agence après 6 ans d'activité. Mamadou Omarba. Les écuries de lutte commencent à venir progressivement. L'ambiance semble annoncer un combat de lutte. Mais l'événement d'aujourd'hui est bien loin des stades. Il est question de veiller à la santé de 100 lutteurs. Moustapha Gueye, ancien lutteur. Aujourd'hui, ils auront la possibilité de venir, d'avoir une carte grâce à la lutte et de se faire soigner. Les opérations, les soins, les médicaments, tout cela peut servir aux lutteurs. Mamadou Selili est le directeur des affaires juridiques et des partenariats de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Il y voit une bonne occasion d'attirer plus de monde. Et Moustapha Gueye, le tigre de Fass, a décidé lui aussi, dans ce cadre, d'offrir 1000 carnets à des familles de lutteurs. C'est une occasion effectivement pour augmenter le nombre d'adhérents. Nous sommes aujourd'hui, après 6 ans de mise en œuvre du programme, à un taux de 49% de couverture. C'est une bonne initiative de réduire le coût des soins pour les lutteurs selon Guigui 2. Il fait partie de l'écurie Yeumbeul Mbolo. Ça aura beaucoup d'utilité. Le sport et les blessures vont ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, si on fait ça pour nous, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Moustapha Gueye espère que des lutteurs comme Gris Bordeaux, Ama Baldé ou encore Lac de Guerre 2 vont adhérer au programme. RFM. L'actualité internationale. À 7h16, la conférence sur la paix en Libye qui se tient ce dimanche à Berlin sous l'égide des Nations Unies. Une conférence qui s'ouvre dans un contexte tendu. La tâche est difficile et un accord semble peu probable après l'échec des discussions qui se sont tenues en Russie en début de semaine. Tous les grands acteurs de cette crise libyenne sont présents à Berlin. Les objectifs de la rencontre sont clairs. Il s'agit d'abord de consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier dernier dans le pays. L'ONU souhaite aller plus loin en actant la séparation des deux camps rivaux, pour le repositionnement des armes lourdes, la réunification des institutions, le partage des ressources entre autres. Le maréchal Haftar refuse toujours de faire reculer ses troupes postées aux portes de Tripoli alors que Fayez El-Sarraj réclame le déploiement d'une force internationale pour protéger la population civile libyenne des bombardements. Et puis aux Comores, on vote également ce dimanche pour le premier tour des législatives. L'opposition n'a pas envoyé de candidats à ces élections, décidant donc tout simplement de les boycotter. L'atmosphère est assez calme dans le pays. Une mission d'observation de l'Union africaine est arrivé là-bas il y a de cela 3 jours. Son chef a été d'ailleurs reçu par le président Azali. Rien ne semble entacher le bon déroulement de ce scrutin. C'est un premier tour d'élection législative qui s'annonce serein. Donc, l'opposition avait annoncé il y a plusieurs mois qu'elle ne participerait pas à ce scrutin pour dénoncer la mainmise du pouvoir exécutif sur la CENI et la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Pour Week-end, c'est avec Cheikh Tidiane Diagne. Bienvenue. Bienvenue dans Sport Week-end que nous allons démarrer avec le foot féminin U20. Éliminatoire pour le prochain mondial en déplacement à Bio ce samedi. Les Lions ont dominé par 1-0 la Sierra Leone. But inscrit à la 56e minute de jeu par Fatou Bintou Touré. Nous allons écouter la réaction du sélectionneur national Souleymane Diallo. Permettez-moi de remercier les filles qui ont vraiment fait un match très costaud. Surtout le plus important, elles étaient endurantes surtout dans les consignes. On savait qu'on va à l'extérieur, il fallait effectivement être très endurant sur les consignes. Elles l'ont respecté et surtout elles étaient également endurantes dans le jeu. C'est ça qui était important parce qu'en venant ici on ne connaissait pas l'adversaire. On a voulu un peu jouer la prudence, mais après en un moment effectivement on a vu que c'était possible. Les filles ont poussé effectivement et ils ont mis ce but-là. Donc c'est un sentiment de satisfaction. La manche retour est prévue pour le 1er février prochain. Foot toujours, mais cette fois-ci chez les messieurs avec la Ligue 1 sénégalaise qui est à sa 6e journée. Des rencontres au programme ont permis à l'équipe de Cneps Excellence de Thiès de dominer Génération Foot en déplacement sur le score d'1-0. Nous allons écouter la réaction de Gaussou Dramé, c'est l'entraîneur de Cneps Excellence Thiès, le club promu. Il témoigne sa satisfaction après ce succès des siens. Et ce match-là a été très bien préparé, bien que le Cneps a été sur un tempo constant. Donc c'est vrai que
On a rejoué de peu nos 3 matchs sur lesquels on a fait match nul. Pour ceux qui ont assisté à ces matchs, parce que le FNEPS devait gagner bien avant aujourd'hui. Cette victoire nous vient à aucun moment. Pourquoi? Parce qu'on l'a trop cherché. C'est vrai que le FNEPS vient de faire la montée. Et nous sommes novices à la Ligue 1 et il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Parce que c'est ce qui a toujours fait à chaque fois qu'on mène une équipe, elle ne rate pas. Parce que nous avons des jeunes joueurs, comme le dit la bien dit. C'est cela là chez nous. Le numéro 10 que vous avez vu jouer, il est cadet. Il y a des juniors dans l'équipe. Presque tout le milieu de terrain est composé de cadets. Même le gardien, depuis que vous voyez, est un cadet. C'est un junior du moins. Donc nous, notre philosophie, c'est continuer à travailler avec ceux que nous avons formés. Je sais qu'aujourd'hui, on aura des problèmes, mais si toutefois qu'ils disent d'abord à la victoire, on peut se dire que l'équipe qu'on a, au moins, a de la valeur. Maintenant, le problème, c'est que moi, cette première victoire-là, je la voulais. Pourquoi? Parce que c'était pour que les jeunes footballeurs sachent que c'est possible de gagner ces équipes. Naturellement, la déception du côté de l'équipe de Génération Foot, et c'est Djibi Fall, leur entraîneur, qui le dit. Le paramètre sur lequel je peux me baser, c'est au niveau des performances d'entraînement. Je trouve qu'aujourd'hui, au niveau des entraînements, la perte est plus en jambe. Parce que je ne suis pas novice à la maison. J'ai fait 3 ans à Génération Foot avant de partir. Et aujourd'hui, je ne peux pas connaître les joueurs, mais je n'ai pas ma raison d'être ici. Parce que je connais bien les joueurs, pour les avoir entraînés pendant des années. Et aussi pendant la campagne africaine, comme vous l'avez salué tout de suite, il y a eu le bon jeu. Non, en tout cas, on va continuer le travail, de toucher le match. Maintenant, moi, je ne détiens pas le résultat, non, le bon jeu. On va continuer encore à prier, à travailler. Espérons que le bon jeu va gagner. Autre rencontre entre le Giraffe de Dakar et le Stade de Mbour. Ce sont les stadistes en déplacement à Dakar qui l'ont remporté sur le score de 3-1. Content pour cette victoire, Cheikh Gueye, l'entraîneur de l'équipe de Mbour, magnifie cette bonne opération. Je pense que ce qui a été déterminant, c'est le respect des consignes de mes joueurs. Durant toute la semaine, on a travaillé un bloc média, d'essayer d'énerver l'adversaire. Et en deuxième mi-temps, l'équipe qui est énervée et qui reçoit va laisser des espaces et on exploite les espaces. Je pense que c'est la copie de ce match. On a travaillé un bloc média, le Giraffe a été très énervé, ne développait pas son jeu et en deuxième mi-temps, après 1-0 en deuxième mi-temps, il a laissé des espaces et de ces espaces, on les a exploités et on a marqué 2 buts. Pour vous dire que ce qui a été déterminant aujourd'hui, c'est rien d'autre que le respect des consignes tactiques de mes joueurs. Vous savez, en matière de football, moi je travaille de la même manière quand on avait des défaites et je travaille de la même manière quand on a réussi. Ce qu'on n'avait pas réussi avant, quand on avait des défaites, c'est qu'il n'y avait pas un équilibre ni défensif ni offensif. On ne marquait pas de buts, on encaissait des buts. Maintenant, on marque des buts et on n'encaisse pas. C'est ce qui est la différence, c'est là-bas. Donc pour vous dire qu'on n'est pas aussi mauvais quand on perdait les matchs, mais aussi il faut reconnaître qu'on n'est pas aussi bon quand on gagnait les matchs. Pour vous dire que c'est le travail, il n'y avait pas un équilibre. A préciser que Teungueth FC a le vent en poupe puisque l'équipe de Rufisque a consolidé sa première place lors de son match victorieux en déplacement à Djambar, à Sadi, sur le score de 2-1, ce qui leur permet présentement d'occuper seule la place de leader du classement de la Ligue 1 sénégalaise. Pour ce dimanche, donc la suite des rencontres, Niary Tally accueille Casa Sport de Ziguinchor à partir de 16h30. Bourg Petite Côte fait face à l'équipe de l'Union Sportive de Gorée. AS Douanes est en déplacement à Pikine à partir de 17h. Niambour de Louga joue à domicile contre le promu Dakar Sacré-Cœur. La Ligue 2 va s'y enchaîner avec sa 6e journée ce dimanche, à retenir les rencontres entre l'Union Sportive de Ouakam et la Sonacos de Diourbel. Match prévu à partir de 15h30. À 16h, Africa Promo Foot accueille Diamono de Fatick. 18h, Thiès FC joue contre Amitié FC. Port est en déplacement à Fatick contre EJ à partir de 16h. La Linguère de Saint-Louis accueille à 17h l'équipe de Guédiawaye Football Club pour la clôture de cette journée lundi à 16h. Demba Diop FC contre la Renaissance de Dakar. Nous entamons notre tour d'horizon des championnats européens. D'abord, le championnat anglais qui est à sa 23e journée. À noter que Watford d'Ismaïla Sarr, qui a joué toute la partie, a tenu en échec Tottenham, 0 but partout. Tottenham qui va rester à la 8e place, alors que Watford s'éloigne petit à petit de la zone rouge. Arsenal tenu en échec par le promu Sheffield, 1 but partout. Brighton et Aston Villa se neutralisent, 1 but partout. Crystal Palace en déplacement a tenu en échec Manchester City, 2 buts partout. Et c'est City qui reste toujours à la 2e place au classement
classement de la première ligue anglaise. Norwich à domicile a dominé Bournemouth sur le score d'1-0. Wolverhampton a renversé Southampton lors de son déplacement sur le score de 3-2. Everton et West Ham United se sont neutralisés 1-partout. La bonne opération de Newcastle qui a dominé en toute fin de partie Chelsea sur le score d'1-0. Ce dimanche, pour la suite des rencontres, à retenir surtout le choc entre Liverpool, le leader, et Manchester United qui occupe la 5e place au classement. Match prévu à partir de 16h30, mais avant cela, 14h, Burnley contre Leicester qui occupe seule la 3e place au classement de la Première Ligue anglaise. En Espagne, c'est la 20e journée et c'est le Real Madrid qui occupe provisoirement la première place au classement après sa victoire face à Séville, 2-1. On doublé du Brésilien Casemiro, ce qui permet au Real Madrid d'être seul en tête du classement avec 3 points d'avance sur l'FC Barcelone qui va jouer ce dimanche à 20h contre la formation de Granada. Autre rencontre, Levante et Alaves, 1-0 pour Alaves. Osasuna et Valladolid ont fait match nul, 0 but partout. En Italie, la Juventus de Turin est le leader et va jouer ce dimanche à l'occasion de la suite de la 20e journée de la Serie A. La Juventus qui va affronter l'équipe de Parme. La Juventus qui devance présentement de 2 points son dauphin Inter de Milan qui est en déplacement ce dimanche à partir de 14h chez Lecce. À 11h30 déjà ce dimanche, Milan AC joue contre Udine. 14h, Bologne contre Hellas Vérone. Brescia accueille la formation de Cagliari. Il faut aussi noter qu'à l'entame de cette 20e journée de la Serie A italienne, la Lazio de Rome a atomisé la Sampdoria de Gênes sur le score de 5-1. On termine avec le championnat allemand. C'est la 18e journée et c'est Dortmund qui fait sensation lors de son déplacement en dominant Augsbourg sur le score de 5-3. A signalé ce triplé de sa nouvelle recrue Haaland, entré en cours de jeu. Il a inscrit 3 buts permettant à Dortmund d'occuper seule la 4e place au classement. Autre rencontre à suivre ce dimanche, c'est le Bayern Munich qui se déplace chez le Hertha Berlin. À noter que Cologne a dominé aussi Wolfsburg sur le score de 3-1. Mayence Fribourg 2-1 pour la formation de Fribourg. Sport Weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. 8h di juróom-ñetti waxtu jot na ci RFM ñu dikk ak yéen ci xibaar yi.